Thomas. Donc, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu présent pour participer au Café Urbain de ce soir qui a pour thème l'urbanisme et les jeux vidéo. Donc, en attendant que les autres participants nous rejoignent, je vais vous faire un très bref rappel de ce que sont les cafés urbains. Donc, les cafés urbains, c'est né de l'initiative de 5 étudiants de l'année dernière en M1. C'est une initiative qui date de 2020, qui a été soutenue aussi par nos enseignants. Et en fait, le but, c'est d'organiser des conférences sur un thème qui est relatif à l'urbanisme ou à l'aménagement. Et à chaque fois, donc ces conférences sont rythmées par un intervenant professionnel et un intervenant universitaire. Donc ce soir, on va vous parler plus précisément de l'urbanisme et des jeux vidéo, où on a la chance d'avoir trois intervenants à nos côtés ce soir. Donc pour l'intervenant professionnel, nous avons contacté l'agence d'urbanisme et d'architecture qui se nomme Sandbox, qui est basée près de Reims. Donc, ce sont messieurs Nidal Tagouti et monsieur Thomas Granda. Donc, bonsoir et merci d'avoir répondu Bonsoir. présent à notre demande d'invitation. Merci à vous. Et, je vous en prie. Et concernant l'intervenant universitaire, donc nous avons la chance d'accueillir ce soir monsieur Léo Martial, qui est doctorant en ingénierie des transports à l'université de Yokohama au Japon. Donc, merci d'être avec nous ce soir malgré le décalage horaire. Et vous êtes également auteur d'un article qui s'intitule La ville n'est pas en jeu. Donc, pour rappel aussi, cette conférence, elle sera rythmée par 3 phases. Donc, pour commencer, on aura l'intervention de l'agence Sandbox. S'en suivra aussi l'intervention de monsieur Léo Martial. Et en fait, vous pouvez poser vos questions à la fin des 2 interventions. Et donc, si jamais vous rencontrez un problème technique, vous pouvez poser vos questions via le chat questions-réponses. Et vous pouvez aussi poser vos questions oralement, donc à la fin des 2 interventions. Et on pourra vous donner la possibilité de parler en activant votre micro. Donc, je vous remercie. Et puis, sans plus tarder, je vais passer la parole à Sandbox pour nous présenter et démarrer ce café urbain. Merci. Du coup, je vais lancer le partage. Alors, je vais se mettre en plein écran et je suis à vous tout de suite. Vous voyez bien le partage? Enfin, vous voyez l'écran? Oui, c'est bon. C'est bon. Ok, cool. Juste un truc que je vais remettre là et je reprends tout de suite. C'est bon. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Nidal Taguchi et avec moi, il y a monsieur Thomas Grandra. On est gérant et créateur de l'agence d'architecture et d'urbanisme Sandbox Architecture et Urbanisme qu'on a créé en 2019 après avoir travaillé dans pas mal d'entreprises, notamment chez AREP enfin Léo Martial a aussi travaillé chez AREP, chez ADP, avec David Mangin et comme formation, on était donc Thomas et moi à l'école d'architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée dans le master métropole de David Mangin, donc qui était spécialisé en urbain. Donc on a fait pendant 2 ans des projets urbains. Alors, je vais essayer de tourner parce que là, c'est pas. Donc l'image, là en fait aujourd'hui on va un peu, on va essayer de vulgariser le propos. On a vraiment voulu vulgariser le propos par rapport à notre présentation parce qu'en fait on avait envie que la présentation soit accessible à tout le monde, pas forcément à des architectes ou des urbanistes, mais vraiment à monsieur tout le monde. Et du coup on va essayer d'aborder pas mal de sujets qu'on traite à l'agence, mais pas que. Et là, l'image que vous avez, par exemple, ici, c'est une image issue de GTA, où en fait, ils ont un peu reproduit la ville de Los Angeles dans le jeu. Donc, cette présentation, elle va se faire en 4 parties. On va parler de la confrontation de générations, notamment par des anecdotes qu'on a vécues en tant qu'étudiants. Ensuite, on va parler des outils qu'on utilise, nous, aujourd'hui, en tant qu'urba,
ou archi dans nos projets. Troisième partie, on va parler du game design en, en collaboration featuring GI de la pratique urbanistique. Et ensuite, on va un peu parler de prospective, sachant qu'on va juste effleurer le sujet et que Léo Martial va en parler un peu plus après dans son sujet. Confrontation de génération. Thomas, je te laisse la parole. Donc, dans un premier temps, effectivement, il nous semblait assez important de rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, le jeu vidéo était très peu, voire pas du tout considéré dans le milieu de l'architecture et de l'urbanisme. Effectivement, on se trouve aujourd'hui dans une confrontation de génération où en fait la balance bascule en faveur un peu plus du jeu vidéo parce que elle représente aujourd'hui, comme on voit sur ce petit graphe, la première industrie du divertissement, bien loin devant le cinéma et la musique, par exemple, et de plus en plus considérée comme un art à part entière. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de producteurs de jeux vidéo qui font appel à des comédiens, par exemple, comme Keanu Reeves dans Cyberpunk, qui est sorti en fin d'année dernière, ou Ashley Johnson dans The Last of Us. Et, euh, et donc, l'image qu'on se fait du jeu vidéo aujourd'hui, elle est un peu différente de ce qu'on faisait avant. Par exemple, dans les années 80, avec, c'est vrai, tout un univers très geek qui était un peu repoussé par voilà, les grands domaines que sont l'architecture et l'urbanisme. Et néanmoins, aujourd'hui, il y a quand même une certaine illégitimité, on en parle beaucoup avec Léo Martial, qui colle à la peau des jeux vidéo. Et surtout dans nos domaines, l'architecture et l'urbanisme. Et c'est pour ça que voilà, cette conférence, c'est aussi euh, le, le, le bon moment pour essayer de briser la glace. Et donc, je laisse la parole à Nidal pour nous raconter deux, trois petites anecdotes qu'on a eues, notamment pendant nos études. Là, on voit bien l'image de Stranger Things. Vous connaissez cette série qui est sur Netflix où en fait on a un rapport aux jeux vidéo dans les années 80 où en fait on voit l'image de c'est cool de jouer aux jeux vidéo, Donjons et Dragons, etc. Enfin, ce qui n'était pas forcément le cas avant. En fait, un nerd, il était pas mal critiqué, montré du doigt, etc. Et en fait, on a un peu eu cette image quand on était à l'école. On va vous raconter deux, trois petites anecdotes. Où en fait, par exemple, donc, moi, quand j'étais en 2 ou 3e année, je ne sais plus, je cherchais un stage en archi. En fait, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder comment ça se fait dans les grandes universités américaines, notamment à Columbia University, où en fait, ils mettaient en avant les travaux d'étudiants. Et en fait, ils mettaient en avant les travaux d'étudiants en disant, bah, c'est bien de faire un site au lieu d'avoir un portfolio. Donc, j'ai essayé de faire la même chose, sachant en fait qu'il y avait toujours des présentations types où il y avait le nom de la personne, par exemple, My name is Peter Wallout and I like forest. Donc j'ai voulu faire la même chose. Et j'avais fait mon site que j'ai plus ici, mais où j'avais mis My name is Nidal Taguti and I like video games. Et à la suite de ça, j'ai pas reçu que des réponses positives. J'ai même reçu des réponses un peu négatives où, par exemple, là dans le mail, un monsieur m'avait répondu, si je puis me permettre, je ne suis pas certain que la mention relative aux jeux vidéo dans le titre de votre site internet serve à votre recherche. En fait, je m'étais pas mal fait clasher par rapport à ça. J'ai quand même trouvé un stage, hein, mais aussi à l'école, notamment sur un exercice qu'on avait fait avec Nafissa Boudkil et Farzana Foidio, où en fait on devait analyser une rue à Paris à côté de la République, donc qui est juste là à côté de la rue de Turenne. En fait, c'est cette rue en arc de cercle. Et en fait, on a fait donc tous les exercices qu'on fait en archi, où on dessine, on essaye de comprendre pourquoi la rue elle est comme ça, pourquoi est-ce qu'en fait il y a des grands tracés, est-ce que c'est dû à Haussmann, etc. etc. Et on a regardé aussi toutes les cartes de Cassini, etc. Donc au 16e, 17e, 18e siècle. Et on a vu en fait qu'entre le 16e et le 17e siècle, la rue donc en arc de cercle s'était faite et on ne savait pas c'était dû à quoi. Et donc Farzana Foijo, à l'époque, nous avait dit, bon, bah écoutez, moi les gars, j'ai mon frère qui joue à Assassin's Creed Unity, qui se passe à Paris, et je vais essayer de regarder, enfin, je vais demander à mon frère de regarder si le site de notre quartier, bah, il est représenté. Donc là, on voit sur la carte du XVIIe siècle qu'il y a un couvent au milieu,
Donc, son frère s'est baladé, il a vu qu'effectivement, il y avait un couvent qui était situé à la rue du Couvent ou rue des Filles du Calvaire, je ne sais plus, une des deux. Donc, en regardant, Ubisoft avait fait un travail où en fait, ils documentaient un peu les monuments qu'ils avaient. Là, c'était effectivement le couvent des Filles du Calvaire qui a été construit, qui était fondé en 1622. Et en fait, à la suite de ça, on s'est dit, OK, bah, peut-être que la rue qu'on a, elle a été représentée. On a regardé, donc le frère de Farzana s'est un peu baladé à côté du couvent. Et en fait, il a vu qu'il y avait une place en forme de demi-cercle. Donc on en parle à notre professeur, à une correction devant tous les autres étudiants. Et là, notre prof se fout un peu de notre gueule en nous disant mais les gars, vous avez un peu fumé, c'est un truc de jeu vidéo, c'est pas sérieux votre truc, allez, je vous mets 10. Donc on s'est dit, bon, bah, ok, pas cool. On a quand même un peu cherché. Et en fait, on a vu dans un bouquin que la place qu'il y avait euh, dans, dans le travail d'Ubisoft existait vraiment. Et en fait, il y avait un projet de place qui devait se faire qui était la place de France. Donc une place semi-circulaire avec des routes qui partaient de cette place-là. Et en fait, du coup, on en a parlé, et là, les profs nous ont dit, ah ben voilà, c'est ce qu'il fallait faire, un travail de recherche, machin, etc. Et on a complètement occulté le fait qu'on avait trouvé cette information dans Assassin's Creed, quoi. Et en fait, à partir de là, c'est vrai qu'on a eu un blocage un peu par rapport aux jeux vidéo, parce qu'en fait, c'était pas quelque chose de noble, c'était pas une référence dont il fallait parler en école d'archi, etc. Donc, on a un petit peu abandonné le sujet pendant quelques années. Jusqu'à notre master, en fait, ça c'est la place en question, jusqu'à notre master, où en fait on a travaillé un peu avec David Mangin, donc, qui est là, on a Nigeria Sama, c'est une petite blague entre nous, où on a travaillé en fait sur le sujet du comparatisme urbain et sur les méthodes du comparatisme urbain en question. Enfin, en question, c'est un petit livret qu'on avait fait avec David Mangin et, euh, et d'autres étudiants à l'époque. Et on avait organisé des conférences comme vous le faites aujourd'hui avec le Café Urbain, et on a reçu un monsieur qui s'appelle Patrick Le Gallès, qui était à l'époque le directeur de l'école urbaine de Sciences Po, et qui nous a sorti un truc qui était, en fait, il nous a posé une question, qui était, pour vous, quelle est l'industrie qui possède le plus de données sur la ville? Donc on répondait, etc. Il nous a répondu, bah, c'est l'industrie du jeu vidéo. Et là, avec Thomas, on s'est dit, c'est un domaine qu'on maîtrise, et David Mangin était hyper ouvert sur la big data et sur le jeu vidéo. Et on s'est dit, OK, on va reprendre notre revanche sur l'école et on va inclure le jeu vidéo dans pas mal de nos sujets. Et là c'est parti, quoi. Cette question en fait du jeu vidéo et en fait des nouvelles technologies qui sont pas forcément des médias propres qu'on regarde. En fait, c'est une question, c'est une problématique qui s'est déjà posée, notamment au début du siècle dernier, et où Walter Benjamin en fait avait écrit un philosophe a écrit un essai qui s'appelle l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Et à cette époque-là, en fait, se posait la question de la photographie, où en fait tout le monde se disait la photographie va tuer l'art parce qu'en fait, on va prendre en photo les œuvres d'art, on va plus aller au musée. C'était une question la photographie faisait très très peur à cette époque-là. Et en fait, cette peur, on la retrouve un peu aujourd'hui, où en fait, on a des discours de personnes qui vont nous dire ouais, mais le jeu vidéo, aller visiter dans un truc virtuel un monument, bah, c'est un peu tuer l'architecture. Et Walter Benjamin, ce qu'il dit, c'est que non, en fait, parce qu'en fait, il y a toute la question de l'aura autour de l'œuvre qui disparaît pas en fait quand on va voir une œuvre. Et c'est un peu la même chose quand on va voir un bâtiment architectural ou quand on va à un endroit. Et, et du coup, nous, à partir de là, on s'est dit, bon, bah, on a un outil qu'on connaît, qui est le jeu vidéo, et on veut l'utiliser dans nos projets. Donc 2019, création de Sandbox, et là... Et c'est donc à partir un peu c'est en partie grâce à ce genre de réflexion que nous est venue l'idée de tourner notre agence vers une réflexion qui tournerait autour des jeux vidéo. Et d'ailleurs, Sandbox, d'où ça vient, ça signifie bac à sable en anglais, et c'est une référence directe aux jeux vidéo, donc, avec les jeux type Sandbox qui, comme Minecraft, ce jeu qui est
le jeu le plus connu de ce type de jeu-là, projette le joueur dans un monde ouvert avec à sa disposition finalement des ressources et qu'il peut crafter et assembler pour fabriquer à sa manière son propre environnement. Et c'est précisément dans cet aspect-là en fait de notre pratique que nous on s'inspire des jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on est convaincu qu'en tant que sachant entre guillemets ou en tant que professionnel, notre rôle c'est plus de proposer un environnement donc bac à sable aux usagers afin qu'ils puissent d'eux-mêmes fabriquer leur propre ville selon leurs propres besoins. Et donc on se positionnerait non pas en tant que définisseur du besoin, mais bien identifier ceci pour offrir aux usagers des outils pour qu'ils puissent, dans le temps et dans l'espace, y répondre de leur propre manière, en les rendant finalement acteurs de la fabrique urbaine. On passe à la partie 2, les outils, tools. En fait, quand on parle du jeu vidéo en urbain, en archi ou dans nos domaines, en fait, on voit beaucoup la question en fait de l'outil, euh, par exemple dans la représentation du projet. Pour nous, c'est une partie, c'est la partie immergée de l'iceberg, mais en fait, c'est important, mais il n'y a pas que ça avec le jeu vidéo. Pour prendre la question de la représentation, par exemple, là, en fait, ce qu'on voulait vous montrer, c'était encore une fois Ubisoft qui a travaillé sur Palmyre, où en fait, pour la petite histoire, ils ont fait une expo à l'Institut du monde arabe, où en fait, ils ont travaillé avec des archis, où ils ont balancé en fait pas mal de drones qui sont allés photographier tout le site de Palmyre pendant qu'il y avait les djihadistes et pendant que en fait, les bâtiments étaient en train de se faire exploser de tous les côtés. En fait, ils ont envoyé plein de drones qui sont allés photographier, qui sont allés faire des nuages de points. En fait, à partir de ces nuages de points-là, ils ont reconstitué tout le site de Palmyre et en fait, ils ont gardé un peu la mémoire de la ville qui était en train de qui était en train de se faire détruire. Et donc, en fait, ça a gardé un peu, donc, comme je viens de le dire, la mémoire et ça a permis, en fait, de représenter la ville qui n'existe plus. Cette question de la représentation, encore, et avec Ubisoft, en fait, on l'a revu avec notamment Notre-Dame qui avait été représentée notamment dans Assassin's Creed Unity. En fait, les fichiers ont été donnés, ont été offerts en fait pour la reconstruction de la cathédrale. Et pourquoi en fait je parle de représentation? Parce qu'en fait, ces outils-là, par exemple, dans le secteur du jeu vidéo, on va beaucoup bosser avec un outil qui s'appelle l'Unreal Engine, qui est un outil qui est gratuit, où en fait, quand on crée un jeu vidéo, on doit donner des royalties, donc de l'argent en fait, à l'entreprise qui a créé, qui a fait l'outil Unreal Engine. En fait, si on sort rien du tout, on peut l'utiliser gratuitement. Et en fait, cet outil-là fonctionne avec Revit. Donc Revit, c'est quoi? C'est en fait un outil pour pouvoir faire du BIM. Je ne sais pas si vous savez un peu ce que c'est que le BIM. Le BIM, c'est une manière de faire du projet qui existe depuis quelques années maintenant, mais où en fait, on ne va plus travailler uniquement en plan sur des dessins assistés, mais on va travailler en fait en 3D, et de cette 3D-là, en fait, on va faire un bâtiment qui va être informé, où dedans, en fait, on va pouvoir sortir les plans, les coupes, etc. Et en fait, ces outils-là fonctionnent avec l'Unreal Engine, et en fait, nous, on a des extensions qui nous permettent de travailler sur Revit, et de Revit, en fait, on passe directement sur l'Unreal et en fait, on peut tout de suite mieux représenter les projets qu'on montre à nos clients et qui peuvent plus facilement se projeter dans ces projets-là. Et c'est d'autant plus important qu'en fait, quand on travaille avec des maîtrises d'ouvrage comme des villes, comme des communes, en fait, c'est vrai que parfois, une image est plus parlante qu'un plan. Et nous, ça nous sert beaucoup pour parler en fait, et pour parler de manière rapide, parce que c'est pas des outils qui sont compliqués à gérer en fait quand on les maîtrise. En fait, on peut facilement sortir une perce et montrer à la maîtrise d'ouvrage à quoi va ressembler, à quoi peut ressembler le site futur. Donc c'est cette question-là qui est importante avec les outils de représentation. Et en fait, on voit que pas mal
de studios comme là, ceux qui ont fait GTA San Andreas s'inspirent du réel et il y a quelque chose qui se passe. Pour ceux qui ont joué, j'en suis sûr que vous avez eu le même sentiment là, ce même sentiment. Si vous avez joué à Assassin's Creed ou si vous êtes allé, si vous avez joué à GTA et que vous êtes allé à Los Angeles, en fait, moi la première fois que je suis allé à Los Angeles, j'avais l'impression de connaître pas mal de rues parce qu'en fait j'avais poncé le jeu GTA quoi. Et quand j'étais dans GTA, je me disais, enfin quand j'étais à Los Angeles, je me disais, mais je connais cette rue, là c'est Venice, là c'est ce truc, etc. Et en fait, il y a cette question du tourisme qui se pose, où en fait on peut préfigurer, enfin on peut un peu en amont connaître le site où on va. Là par exemple, c'est dans le jeu Persona, ils ont essayé de représenter le quartier de Shibuya, et en fait il y a des mecs qui ont essayé de comparer pour voir si c'était à peu près réel ou pas, et en fait c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se ressemblent à Shibuya entre Persona et la réalité. Donc ça nous permet de passer à la troisième partie qui est la méthode du game design qui est utilisée dans le jeu vidéo. Nous, on s'en inspire aussi un peu pour faire de l'urban design. Et Thomas va vous en parler un peu plus précisément avec la théorie Avec du flow. ouais. Avec une partie, on va surtout parler de cette notion de flow dans lequel le jeu vidéo a longtemps, enfin, et encore toujours utilisé pour game designer leur jeu. Donc le flow, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une théorie d'un psychologue hongrois qui s'appelle, bon, le nom est en bas, je vais pas le prononcer parce que je vais me tromper, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est une théorie qui a été élaborée au milieu des années 70, qui est ni plus ni moins en fait une théorie qui tente de décrire le bonheur en fait, et donc qui serait en fait un sentiment pour lui d'une concentration extrême et sous tension dans une activité, avec un haut niveau de satisfaction et de plaisir lorsqu'on arrive à résoudre la problématique posée par cette activité. Et donc cette théorie, elle est reprise dans le monde du jeu vidéo de manière plutôt naturelle, parce que c'est l'essence même d'un jeu, c'est-à-dire de procurer du plaisir à travers une activité plus ou moins complexe dans sa résolution. Et pour cela, en fait, les game designers vont tenter de trouver un équilibre dans leur jeu entre le fait qu'il soit assez difficile pour donner au joueur une certaine satisfaction dans sa résolution, mais pas trop dur non plus pour ne pas frustrer le joueur et qu'il puisse continuer à jouer, quoi. Et ça, ça peut passer très bien de trouver le bon chemin pour avancer ou battre un boss extrêmement difficile, quoi. Et donc, pour cela, certains jeux offrent des choix subconscients euh, pour donner l'illusion aux joueurs qu'ils ont trouvé eux-mêmes et pour donner un sentiment de liberté. Et ça, Léo va revenir dessus un peu plus précisément, notamment avec les City Builders, qu'il a un peu analysé de manière assez chirurgicale, parce on s'aperçoit que le jeu a toujours une petite idée derrière la tête, mène le joueur vers là où il veut l'emmener. Et donc, on a choisi cette image de Breath of the Wild ici parce qu'on trouve que c'est un des jeux qui est maître dans l'art du flow, avec, avec un joueur qui est laissé en totale liberté. Et c'est par des indices assez subtils que les joueurs vont trouver leur propre chemin et leur propre résolution. D'ailleurs, dans ce jeu-là, on n'a pas qu'un seul chemin valable, il y en a plusieurs, ce qui fait de chaque expérience une expérience unique. Et donc justement, c'est ce contexte qu'on peut relier à certaines théories urbaines que nous on a connues lors de nos études, lors de notre formation et qu'on utilise un peu encore aujourd'hui. En tout cas, c'est des théories qui sont dans la même démarche, mais de façon virtuelle pour les jeux vidéo. Et notamment celle de l'image de la cité de Kevin Lynch, qui est un urbaniste américain qui publie en 1960 l'image de la cité, qui est un travail qui se base sur la perception individuelle du paysage urbain, qui a beaucoup été utilisé par exemple dans les villes nouvelles des années 80 en France. Donc là, on voit à l'image le château d'eau de Port-en-Parc à Noisiel. Et ça faisait partie de cette stratégie-là, donc de créer en fait la notion de centre paysage où on va utiliser des éléments du paysage pour composer l'environnement urbain et créer une sorte d'urbanisme de signal, quoi. Et donc la théorie de Lynch, elle se basait
sur cette notion de signaux urbains qui guide l'usager en fait dans son orientation dans la ville et dans sa perception de la ville. Et là, on voit sur le côté gauche la forme visuelle de Los Angeles. Donc, c'est comment Kevin Lynch a mappé Los Angeles selon sa propre perception en tant que piéton en fait. Et donc, il a repéré les signaux urbains, les limites, les barrages, les quartiers majeurs, les quartiers mineurs, etc. Un travail qu'on a refait sur Noisiel, sur la map de droite, avec pareil les repères urbains et tout ce qui est relations visuelles, quartiers majeurs, etc. Et donc pour conclure rapidement sur ce point, en fait, on a pris ce jeu en particulier qui s'appelle Journée, mais il y en a plein d'autres. Il y a Rim, il y a Zelda, comme on a vu au début, où l'interface du joueur, en fait, il est tel qu'il est à l'écran, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre. On est guidé en fait sans aucune aide extérieure, sans flèche, sans panneau de signalisation, sans texte, sans ligne de guidage. Et en fait, ce sont des signaux qui sont plus ou moins subtils pour le joueur qui le guide. Et donc, ça va être à base de jeux de lumière, jeux d'ombre, de couleurs, d'éléments paysagers plus ou moins visibles, plus ou moins mis en valeur, plus ou moins voilà, des éléments architecturaux aussi. Et donc là, on voit que en fait, dans certains jeux vidéo, il y a une science quand même, il y a une sensibilité particulière qui est donnée à tous ces indicateurs qui ne vont pas être pollués par d'autres signalétiques et qui vont procurer au joueur un sentiment de curiosité qui vont l'emmener au final à un but ultime, quoi. Et c'est cette, voilà, c'est cette succession de petites curiosités qui vont fabriquer en fait des itinéraires, des parcours dans un milieu donné. Donc là, par exemple, on a sur Assassin's Creed Unity, on a le Paris, je sais plus, je crois que c'est du 18e siècle, il me semble. Donc un milieu très dense, très urbain, alors que en parallèle, on peut avoir voilà, sur Zelda Breath of the Wild, là on a le cheminement d'un joueur tout au long de sa vie de game. Et en gros, là, pour le coup, on est dans un paysage très vaste, très naturel, etc. Et là aussi, il y a le game designer qui est arrivé à trouver, alors, en fait, à proposer de l'intérêt dans chaque recoin de la map pour qu'à un moment donné, le joueur veuille, ressente l'intérêt d'y aller. Et En donc le fait, but... ouais, non, vas-y, vas-y, vas-y. excuse-moi. Vas-y, tu vas conclure. Ouais. En fait, nous, on voulait faire aussi un parallèle avec la dernière fois, donc il y a eu au Café Urba M. Moreno qui a parlé euh, de l'urbanisme du quart d'heure, avec, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait un, un- un urbanisme radiant, ou comme on faisait par exemple il y a quelques années. Avant, c'était plutôt, par exemple, à la SNCF, on représentait autour d'un point à 500 mètres, 1 km, etc. Ensuite, c'est devenu la notion du temps. En fait, nous, c'est vrai qu'en fait, on oppose cette question de ville du quart d'heure à la question en fait de l'urbanisme d'itinéraire, où en fait la question qu'on se pose, c'est un peu comme l'urbanisme pittoresque euh, médiéval en fait, où en fait au lieu d'avoir en fait des, enfin, des quadrillages ou enfin, des plans un peu modernes, on a une invitation à, à, à percevoir en fait ce qui va se faire dans les villes médiévales. En fait, on ne voit pas vraiment qu'il y a une place, mais on voit un bout de place avec une rue qui va tourner un peu, et ce qui nous permet d'être un peu curieux et d'aller visiter par nous-mêmes. Et en fait, cet urbanisme d'itinéraire-là, les game designers, ils arrivent à le créer parce qu'en fait, ils arrivent à mettre des points d'intensité dans leurs itinéraires qui fait en fait que les joueurs y vont naturellement, même dans un monde qui est ouvert. Et nous, ça, on le met beaucoup dans nos travaux, dans le sens où en fait, ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'en fait, on va essayer de comprendre les parcours piétons ou cyclables ou vélos. Et en fait, à partir de ces parcours-là, on va voir où est-ce qu'on va mettre des locomotives urbaines qui vont permettre d'intensifier en fait certains endroits de la ville. Et en fait, la question qui est intéressante, là, en fait, c'est la question de Thomas, aide-moi si tu peux. C'est la question de l'expérimentation, en fait, qui est intéressante, et aussi voilà, de l'expérimentation. Là, on voulait vous parler un peu en parlant d'expérimentation, d'une petite anecdote avec World of Warcraft, qui est assez connu, qui a été repris par pas mal de YouTubeurs, en fait. En fait, pendant la pandémie, enfin, au-
il y a pas mal d'épidémiologistes qui se sont intéressés à World of Warcraft, et notamment en fait à un bug qu'il y a eu dans le jeu dans les premières années. Donc World of Warcraft, c'est un jeu multijoueur où en fait on crée notre personnage et on le fait évoluer jusqu'à atteindre le niveau maximum. C'est un jeu qui existe aujourd'hui encore grâce à des extensions. En fait, à l'époque, les pets, donc les familiers des joueurs, là, la petite hyène, donnaient une maladie aux joueurs et en fait faisaient en sorte de transmettre cette maladie à tous les autres joueurs du jeu. En fait, ça a créé en fait pas mal de joueurs qui mouraient, et en fait, quand ils mouraient, ils ressuscitaient, parce qu'on peut ressusciter dans ce jeu-là, mais ils remouraient tout de suite parce qu'en fait, tout le monde était contaminé par le dot en fait, qui retirait la vie des joueurs à bas level. Et donc, c'est parti de la ville, le petit point rouge là, de d'Hurlevent, et ça, c'est parti un peu partout dans le monde d'Azeroth. Et donc, les épidémiologistes se sont intéressés au sujet parce qu'en fait, ils ont vu que en fait, les modèles, les modèles de contamination ou d'immunité, en fait, prenaient pas en compte une, une caractéristique qui était importante, qui était celle du comportement humain, en fait. Et c'est ce qu'ils ont regardé dans World of Warcraft, où en fait, ils se sont rendus compte que les joueurs qui étaient au level, donc qui perdaient pas beaucoup de vie, se permettaient en fait de se rassembler alors qu'ils avaient mis un processus de quarantaine et qui en fait, transmettaient ce virus-là aux joueurs bas level qui n'arrivaient plus à jouer. En fait, ils étaient obligés de refaire un reboot des serveurs du jeu pour pouvoir retirer la maladie. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'est ce qui se passait dans la réalité, où en fait ceux qui étaient moins exposés à la maladie se permettaient de plus se rassembler plutôt que les personnes qui, avaient, qui étaient plus exposées à la maladie. Ce qui nous pousse à passer à la partie sur À la la, prospective. à la prospective. Donc ça, J'ai pas comme très on a bien fait dit, le lien, désolé, mais j'essaie de speeder un peu on par va, rapport au temps. on va aller vite parce que Léo Martial va plus explorer le sujet. Et donc, nous, on voulait juste, en tant que pratiquant, parler de l'application de certains jeux vidéo dans la fabrique urbaine. Et donc, par exemple, on peut parler de Minecraft qui a été beaucoup utilisé dans des concertations publiques ces derniers temps, et notamment depuis qu'il y a un accès très facile depuis le portail IGN qui est un site de cartographie bien connu des urbanistes et des architectes, et donc qui permet en fait de générer des modèles 3D de la ville, d'un morceau de ville de 10 km par 10 km que l'on souhaite. Et donc l'outil Minecraft, il permet notamment quand il est mis en avant dans les concertations publiques à une population beaucoup plus jeune et nouvelle d'intégrer la discussion, là où enfin, c'est une problématique qui est majeure en fait nous en tant que pratiquants, parce que en fait la concertation publique elle ramène un peu toujours les mêmes personnes au devant de la scène dans la discussion, les associations de quartier, etc., qui ne sont pas forcément représentatives de la population d'un quartier. Et là, tout à coup, avec cet outil ludique qu'est le jeu vidéo et notamment Minecraft, on a quand même la mise en avant d'une population qui est beaucoup plus jeune en général et qui est un outil qui va beaucoup plus parler à cette population-là et de manière beaucoup plus concrète aussi. Et là, on a en face, en image, le travail d'un Rémois qui s'appelle Nicolas Boruccia, qui sera bientôt notre collaborateur d'ailleurs au sein de l'agence cet été, et qui a reproduit Reims de 1920 sur Minecraft, et qui a un super boulot. Et On voit la donc, comédie. ouais. Et donc voilà, donc Minecraft, il y a beaucoup d'autres, on a beaucoup d'exemples en France, il y a eu Ethercraft, enfin, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans le petit livre dans lequel a Léo Martial a participé construit. Léo Martial. Et en fait, dans la question de la prospective, là, on voulait un peu balayer de manière rapide toutes les futures applications qu'on pourrait avoir entre le jeu vidéo et l'architecture et l'urbanisme. Et en fait, il y a aussi la question du jumeau numérique, où en fait, aujourd'hui, avec le BIM, de plus en plus, en fait, on essaye d'avoir des jumeaux numériques. Donc, c'est quoi? C'est avoir le bâtiment numérique en parallèle du bâtiment qui est construit. Et en fait, on va faire une fiche comme une sorte de passeport santé, mais un passeport bâtiment,
pour le bâtiment, en fait, on va mettre toutes les phases qu'a connues le bâtiment. En fait, quand il y a une réparation, quand il y a une nouvelle réparation, quand il y a une modification qui est faite, etc. Tout ça est dans la maquette numérique. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi pas faire ça aussi au niveau de la ville plus tard, en faisant pas du BIM, mais du SIM. Donc, normalement, BIM, c'est Building, SIM, ce serait City. Et par exemple, c'est ce qu'il y a dans le manga Psychopass, où en fait, c'est dans un monde dystopique où tout le monde est contrôlé par rapport à son état psychique. Et en fait, ils ont une carte de la ville numérique, enfin une carte numérique de la ville où en fait on voit tout de suite où sont les gens, etc. Quelles sont les rues qui sont bloquées. Là, ce qui peut être intéressant, ce serait par exemple de savoir où est-ce qu'on va faire des travaux, où est-ce qu'il y a déjà eu des travaux et comment évolue la ville. Mais ça reprend aussi le propos de Léo Martial, va parler de ça dans La vie n'est pas un jeu. Mais il y a il y a un studio à Bartlett School of Architecture, donc le studio Video Game Urbanisme, qui a travaillé sur ces sujets-là, en fait, un peu sur du city building, où en fait, ils ont essayé de créer des jeux qui faisaient de la ville un peu paramétrique et qui évoluaient en fonction des caractéristiques qu'on leur donnait. Donc, c'est des questions en fait, qui se posent aussi dans la recherche et chez des étudiants. Léo Martial va aussi en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai que ça aussi, et là on va faire le lien avec son travail, ça a des dérives, et si on applique ça jusqu'au bout, faut jamais oublier en fait la question de l'usager, qu'il faut mettre en parallèle en fait, parce qu'on a beau utiliser du paramétrique, de la big data, etc., il faut toujours en fait faire face à la réalité pour éviter les glitches. En fait. C'est pour ça qu'en fait, nous, à l'agence, on a ce côté-là, big data, qu'on va utiliser dans nos projets, mais on va toujours essayer de confronter ça au réel, et c'est ce qui est le plus important, parce qu'en fait, on voit tout de suite ce qu'il y a concrètement dans la réalité, et ça nous permet d'avoir un peu ces deux regards, et c'est ce qu'il ne faut pas oublier, parce que sinon, on se retrouve dans un épisode de Black Mirror comme celui-ci. Voilà, merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on n'a pas trop dépassé. Je crois qu'on a tenu un peu. Et on va laisser la parole à Léo. Ou je crois qu'il y a peut-être des questions avant. Peut-être. Je crois que le temps de questions, il viendra à la fin, à l'issue des deux présentations. Comme ça fera des échanges et ça sera plus. Voilà, donc chacun note bien ses questions en tête et on y reviendra. Ok. Donc je vais partager mon écran. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Oui. Oui, Oui. Ok, très bien. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Léo Martial. Je viens de terminer mon doctorat à l'Université nationale de Yokohama, à l'Institut d'innovation urbaine. Et donc, ce soir, j'aimerais vous parler de l'article que j'ai publié l'année dernière dans la revue Géographie et Culture, qui s'intitule Une ville n'est pas un jeu, approche et enjeux du développement urbain par les jeux vidéo et villes intelligentes. L'article est désormais disponible en ligne sur le site des Open Edition, donc vous pouvez aller le parcourir dès maintenant si vous voulez. Donc ce soir, je vais, euh, comment dire, la présentation ce soir sera un petit peu la présentation de cet article de façon un petit peu simplifiée et surtout illustrée. Alors avant de commencer, je me permets une petite présentation personnelle. J'ai une formation d'architecte, j'ai obtenu mon diplôme d'architecture à Paris en 2010. Mon projet de fin d'études était basé sur les transports ferroviaires, avec notamment un diplôme sur la gare Montparnasse. J'ai ensuite eu l'opportunité de créer mon entreprise avec laquelle j'ai notamment travaillé en tant qu'architecte indépendant pour AREP, qui est le bureau d'études de la SNCF qui est basé à Paris. Et depuis, j'ai eu, grâce à une bourse d'études du gouvernement japonais, l'occasion de reprendre mes études dans le cadre d'un doctorat, cette fois-ci en génie civil, donc à Yokohama. Euh, donc maintenant, pour en trois images, établir un petit peu mon lien entre l'architecture et le jeu vidéo. Dans un premier temps, je pense que le jeu vidéo est l'une des principales raisons, si ce n'est la principale raison, qui fait que je suis aujourd'hui un architecte, avec notamment les premiers jeux en véritable 3 dimensions comme Super Mario 64, auxquels j'ai pu m'essayer dès mon enfance, qui m'a absolument bluffé.
quelques années après ce que l'on appelle les city builders. Désolé pour cet anglicisme, mais il n'y a pas de traduction dans notre chère langue, dans lequel je reviendrai très longuement. On peut construire une ville de A à Z, et ce que l'on appelle le mapping, c'est-à-dire la création de niveaux de différents jeux vidéo. Donc à droite ici, une capture d'écran d'une carte d'un jeu qui s'appelle Counter-Strike, que je faisais il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc je vais maintenant passer au contenu de l'article avec, en premier temps, après l'introduction, d'abord l'approche urbanistique des city builders, donc de ces jeux vidéo, et ensuite on abordera les villes intelligentes, les villes procédurales avant de conclure. Donc pour commencer, en introduction, donc il faut rappeler que la plupart des jeux vidéo interviennent dans des mondes virtuels, en partie automatisés, qui sont issus d'une génération procédurale qui s'appuie sur différents algorithmes. Une autre catégorie de jeux vidéo qui ont gagné en popularité et en sophistication est celle, donc, ce que l'on appelle les city builders, qui est un anglicisme qui désigne donc ces jeux de gestion qui se concentrent sur la construction et la gestion d'une ville. Et donc l'article voulait travailler sur le croisement de ces deux catégories de jeux vidéo qui peuvent établir un lien étroit avec ce que l'on appelle les smart cities, les villes intelligentes, qui se reposent sur un usage intensif des technologies de l'information et de la communication, et qui promulguent également une hybridation entre information numérique et monde physique. Alors, les city builders et les villes intelligentes, les smart cities, sont néanmoins source de critiques régulières et très similaires. C'est-à-dire qu'il y a une trop grande focalisation sur les optimisations algorithmiques qui peuvent entraîner une sous-estimation, voire un déni de certains effets négatifs. Il y a un développement urbain stéréotypé qui ignore tout modèle alternatif, ainsi que le risque de prescrire des solutions toutes faites sans considérer suffisamment l'existant. Et également l'opacité de ces algorithmes qui sont méconnus ou biaisés par différents intérêts privés. Et donc, encore une fois, j'ai donc souhaité, dans cet article, mettre en évidence les similarités que City Builders et Villes Intelligentes peuvent partager. Alors, pour commencer, il faut remonter au début des années 1970 pour les premières utilisations de simulation urbaine informatique dans l'éducation. Mais elles ont véritablement commencé à se démocratiser dans les années 1990 pour enseigner la géographie urbaine ainsi que différents concepts urbanistiques. Le jeu vidéo SimCity, publié par la société Maxis en 1989, est rapidement devenu l'exemple le plus célèbre. La société Maxis a été fondée par Will Wright et Jeff Brown, qui ont toujours exprimé un grand intérêt pour, je cite, les systèmes simples occasionnant des comportements complexes. L'une des premières influences de SimCity a été l'architecte et mathématicien Christopher Alexander, qui prônait alors dès les années 60 un détachement des modèles modernistes et de leur approche descendante. Alexander a alors proposé ce qu'il a appelé une méthode universelle de conception et de développement, fondée sur la logique des interrelations entre l'homme et la ville. Il a notamment dénoncé dans son ouvrage A City is not a tree, dont le titre m'inspire pour le titre de mon article, bien sûr. Donc, dans son ouvrage A City is not a tree, les villes qui s'inscrivent dans un schéma en semi-treillis ou des sections qui se chevauchent induisent une redondance des systèmes fonctionnels. Alors, cette recherche est le résultat d'un modèle mathématique d'interrelation et de fonctions écoexistantes, ainsi que d'une interprétation idéalisée des éléments de base de l'architecture. Ces théories appliquées sur ces dernières ont suggéré de trouver des principes universels applicables depuis la construction d'une maison jusqu'à l'organisation de l'ensemble d'un territoire. Et plus ces principes se révèlent abstraits et intemporels, plus il semble selon lui possible de les reconfigurer pour créer de belles villes variées. Mais derrière cette apparence universelle, il faut reconnaître que son travail met avant tout en valeur le développement urbain nord-américain moderne. Dans son ouvrage A Pattern Language, Towns, Buildings and Construction, auquel Alexander a également participé, cet ouvrage représente aussi une inspiration majeure de SimCity. L'ouvrage décrit 253 modèles de comportements humains interdépendants considérés par les auteurs comme universels,
avec des solutions allant de la construction des bâtiments jusqu'à l'aménagement des rues. La seconde inspiration majeure de la société Maxis, à l'origine de SimCity, a été le travail de J. Wright Forrester, qui a été un pionnier de l'informatique et également un théoricien des systèmes, analysant notamment comment les systèmes complexes changent dans le temps. Alors, Forrester était professeur de gestion au MIT, mais il était complètement étranger au domaine de la planification urbaine. Il a toutefois jeté les bases de la simulation informatique moderne dans son ouvrage Urban Dynamics, publié en 1969, ou encore World Dynamics, dans l'ambition de proposer une modélisation de la planète entière. Et quelle que soit son échelle de travail, les théories de Forrester reflètent des croyances similaires. Selon ces travaux, il nous est en effet possible de mieux comprendre les systèmes en évolution en étudiant toute variable pertinente du point de vue du principe de libre marché, en déterminant comment l'évolution entre offre et demande peut produire différents résultats. Et c'est ce principe même qui est devenu la base de la gestion en SimCity. Alors, son ouvrage a beaucoup contribué aux premiers travaux sur la finitude des ressources naturelles, en conflit avec une croissance économique et démographique exponentielle, avec notamment The Limit to Growth, les limites à la croissance, publié en 1972, que l'on connaît aussi sous le nom rapport Meadows, dont on parle beaucoup ces dernières années avec le contexte environnemental actuel. Donc ces deux inspirations que sont Alexander et Forrester reflètent un problème majeur de la simulation urbaine SimCity, à savoir la planification urbaine basée sur des ressources infinies et un espace abondant. Cela s'inspire bien sûr encore une fois du développement nord-américain qui se base lui-même sur une première consommation des ressources et des terres non aménagées par un laisser-faire général dans une volonté de croissance économique et urbaine illimitée. Alors, est-ce qu'on peut utiliser SimCity pour un éveil à l'urbanisme? Ça a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. Alors, l'usage quotidien d'un ordinateur permet dans un premier temps aux étudiants de s'initier au système complexe, au développement de leur créativité dans la planification et l'anticipation, ainsi qu'une amélioration des compétences en résolution de problèmes. Le développement d'une compréhension globale de l'interaction des différents composants d'une ville aide à cultiver une compréhension des effets à court et long terme des différentes décisions urbaines. On peut également noter que SimCity permet un renforcement général d'un raisonnement critique et adaptatif pour une résolution plus ciblée des problèmes. Alors, en revanche, l'aspect négatif de SimCity le plus carrément évoqué est bien sûr celui du pouvoir irréaliste du maire qui incarne le joueur, qui ne reflète en aucun cas les structures institutionnelles et politiques d'une ville. Le jeu n'aborde pas les éléments complexes d'une société ouverte et de certains de ses problèmes contemporains, comme la participation des citoyens, le droit de vote, le financement ou encore la corruption. Alors, les créateurs de SimCity n'ont jamais prétendu avoir conçu une telle simulation réaliste, mais plutôt un simple jeu de construction. Mais l'usage peut, en revanche, induire en erreur les joueurs dans leur compréhension d'un véritable environnement urbain. Bien sûr, une simplification, une condensation, une hiérarchisation de la réalité de la ville est nécessaire dans l'enseignement, où les différents aspects urbains seront divisés en cours sur la législation, l'histoire, la sociologie ou encore les transports. Mais la simplification de SimCity est souvent qualifiée d'exagérée, voire d'outrancière, et peut amener à, je cite, un fantasme technophile et empiriste selon lequel les dynamiques complexes du développement urbain peuvent être abstraites, quantifiées, simulées et gérées. Elles peuvent en effet masquer la complexité des villes et leur planification dans le long terme aux étudiants en urbanisme, en leur empêchant alors une bonne appréhension des interactions et des politiques entre les systèmes qui les constituent. Il faut aussi noter que, au-delà de l'approche top-down, l'approche descendante, et de la grande simplification, voire carrément de l'omission de nombreux éléments urbains, les contraintes budgétaires des city builders sont bien moins présentes et complexes que dans la réalité. Lorsque l'on associe cela à la grande facilité de détruire, de changer, de redévelopper l'utilisation du sol à volonté,
cela amène à certains fantasmes de la ville idéale, de la ville nouvelle, voire même de la ville fantôme, où l'intégralité de l'environnement bâti est achevé et parfois même vendu avant même la venue du premier habitant. Alors, une telle utilisation malléable du sol vient pourtant étrangement se juxtaposer à une vision très caricaturale de la planification urbaine de SimCity, qui est le zonage discriminé en seulement 3 catégories, à savoir les zones industrielles, commerciales, résidentielles, dont chacune propose en revanche plusieurs niveaux de densité et de valeur ajoutée. Les espaces de loisirs et équipements sportifs sont dans une catégorie à part. Alors, bien sûr, cette notion de planification et de construction des villes remonte à la fameuse Charte d'Athènes, éditée en 1933 sous l'égide du Corbusier, qui, par la suite, a défini une part conséquente de l'urbanisme d'après-guerre des années 50 à 80, pardon. Alors, bien sûr, depuis, un grand nombre d'urbanistes essayent de proposer des alternatives, avec notamment plus de mixité d'usage, en diversifiant l'activité dans les espaces commerciaux, industriels, ou en évitant simplement les villes dortoirs. Mais ces raisonnements plus contemporains sont encore au stade d'embryon dans les jeux de simulation urbaine, même les plus récents. Il faut aussi noter que les sources de pollution majeures, telles que les centrales électriques à charbon, à gaz, peuvent être aisément installées dans les recoins du terrain virtuel qui nous est donné, sans prendre en compte un quelconque impact sur les territoires avoisinants, alors qu'on peut commercer avec eux. Et donc, le terrain vierge qui est mis à disposition du joueur est par ailleurs supposé être intégralement exploité. Et construire une telle ville d'une telle taille ex nihilo revient une nouvelle fois à l'idée de ville nouvelle, ou de ville idéale, alors qu'en réalité, la plupart des grandes mégalopoles internationales sont ce que l'on appelle des territoires palimpsestes, c'est-à-dire des territoires qui racontent les constructions et destructions successives, dont toutes les couches historiques ont imprimé une identité propre aux villes que l'on connaît aujourd'hui, avec ici en illustration bien sûr Beaubourg à Paris avec le fond haussmannien, et à droite le film de science-fiction Blade Runner dont les décors décrivent différentes époques dans ces strates. Il faut aussi bien sûr noter qu'au centre des city builders, il y a l'omniprésence du réseau routier, qui est encore un témoignage d'une certaine obsolescence de pensée urbanistique et de développement américain. La route prédomine complètement et se montre même carrément indispensable, puisque aucune construction, résidentielle, commerciale ou industrielle, ne peut voir le jour sans un accès direct à l'automobile. Il faut commencer par faire des routes. Alors, il existe une hiérarchie des routes, depuis la simple voie jusqu'à l'autoroute, en passant par différents boulevards, avenues arborées, mais la discrimination entre routes passantes et rues en tant qu'espace public n'existe pas. Donc l'espace public n'est que circulation automobile. Les city builders sont encore à l'opposé des efforts accomplis dans de nombreux pays pour sortir de ce tout automobile qui a défini l'urbanisme pendant plus d'un demi-siècle, en privilégiant notamment des espaces piétonniers, des transports en commun ou la pratique de la bicyclette, en corrélation d'un découragement physique ou financier de l'usage de la voiture. Alors il faut ajouter que la construction du réseau routier dans les city builders s'est longtemps faite, comme vous le voyez, selon un plan en damier sur un modèle encore une fois nord-américain qui ne laisse alors aucune chance au développement d'une autre forme urbaine. La simplification des premiers city builders de la fin des années 80 pouvait s'expliquer par évidemment de grandes limitations techniques, avec des ordinateurs peu puissants, des moniateurs aux capacités d'affichage très réduites pour les standards actuels. Alors aussi, la création de simulations urbaines demande des compétences pointues en programmation, et donc les développeurs de tels jeux et de tels logiciels ne sont ni urbanistes ni géographes. Les recours au conseil de professionnels de la planification urbaine est récemment devenu plus récurrent, mais l'un des principaux atouts de ces derniers city builders vient de leur communauté respective, grâce à la démocratisation d'Internet dans un premier temps, et la multiplication de ce qu'on appelle les mods dans un second. Alors les mods, ce sont des greffons, des ajouts au logiciel, officiels ou non,
qui viennent donc s'ajouter au jeu original et qui le transforment parfois en profondeur. On peut ainsi citer le jeu Cities of Skylines, publié en 2015 par Paradox Interactive, qui est rapidement devenu le city builder le plus populaire en proposant une jouabilité beaucoup plus complète et intuitive. Alors, Cities of Skylines n'est pas exempt de défauts pour autant, et sa vision du développement urbain tombe dans la plupart des mêmes écueils, mais de nombreuses extensions, et donc mods, permettent au logiciel de sensiblement s'améliorer au cours du temps. Si certains sont juste cosmétiques, en proposant une architecture européenne par exemple, d'autres sont issus de conseils de professionnels du développement urbain et permettent de sensiblement changer le contenu en introduisant entre autres des zones piétonnes, la création de centres historiques, sans circulation automobile, des restrictions aux poids lourds ou encore une considération des bicyclettes. Alors bien sûr, tout ça ne représente qu'un petit pas vers une véritable prise de conscience des enjeux urbains contemporains, mais il sera tout de même intéressant d'étudier l'impact que ces initiatives pourront avoir sur les futures générations d'urbanistes, dont la plupart créeront à leur tour un intérêt pour le développement urbain au travers de ces jeux vidéo. D'autres jeux vidéo tentent en effet de prendre le contre-pied des simulations de construction de ces villes ex nihilo. On peut citer par exemple The Architect Paris, qui est sorti au mois de février de cette année, qui propose de réaménager la capitale française avec plus ou moins de parcimonie, à partir de l'état actuel de la ville et de ses contraintes contemporaines. Le jeu Nova Alea, quant à lui, propose d'aborder différents problèmes d'actualité, tels que la gentrification, avec derrière l'interface minimaliste, un message engagé mettant en scène, je cite, une ville qui, pour ses habitants, était un mélange d'abris, de liens, de souvenirs, de désirs, mais qui, pour ses maîtres, était une matrice d'abstraction financière. Alors, le jeu souhaite donc faire résonner les problèmes que peuvent poser le regain d'attractivité de certains quartiers populaires. Également Blockhood, qui est une simulation de conception de quartier qui demande aux joueurs de considérer des facteurs économiques, sociaux et écologiques. Le joueur doit trouver un subtil équilibre entre les différents composants d'un bâtiment, où la partie peut aboutir au délabrement et à l'abandon en cas de mauvaise conception. Le jeu cherche d'une certaine façon à éduquer son public sur la complexité et la délicatesse de la construction d'un quartier. On peut aussi aborder le programme Block by Block, qui souhaite réaménager des espaces publics dans des pays en voie de développement, qui, sous l'égide des Nations Unies, ONU Habitat, et rassemble des idées et points de vue des habitants. Il donne pour cela accès au célèbre jeu Minecraft, publié en 2011, aux membres des différentes communautés, ce qui leur a ainsi offert un réel potentiel de contribution dans la conception de lieux qu'ils allaient alors naturellement s'approprier. Il faut rappeler en un instant que Minecraft est à la base un jeu composé de blocs représentant différents matériaux avec lesquels il est possible de créer une infinité de structures. Le joueur peut donc modifier son environnement à volonté en ajoutant ou en supprimant ses blocs. Il peut bâtir des constructions avec une liberté infinie, ce qui en a d'ailleurs fait son succès. Et donc en utilisant Minecraft, les participants de l'expérience Block by Block ont modélisé les espaces et les structures qu'ils souhaitaient voir dans leurs collectivités respectives. Les différentes équipes d'architectes les ont ensuite considérés dans une approche professionnelle, et tout ça a abouti à plusieurs projets dans le monde entier, du Mexique à l'Indonésie, en passant par le Kosovo et le Liban. Cette initiative, bien qu'elle se base sur un jeu vidéo qui n'est pas un city builder, permet de répondre à un autre problème que posent ces derniers, la métropolisation, c'est-à-dire l'organisation territoriale qui renforce la puissance des métropoles, souvent au détriment de villes de taille plus modeste. Cela permet un développement concerté, un peu plus informel, efficace, même dans des tissus urbains comme des favelas, des bidonvilles, qui sont, il faut le dire, toujours déconsidérés de la part des autorités urbaines. Alors, cette utilisation spécifique en concertation du jeu vidéo Minecraft à des fins collaboratives est à mettre en opposition avec les procédures automatisées promulguées par certaines visions de la ville intelligente. Et ces procédures peuvent être mises en parallèle de la conception même de Minecraft, c'est-à-dire la génération procédurale. Alors, les jeux vidéo à génération procédurale proposent des environnements créés de manière automatisée,
qui, avec seulement quelques algorithmes, permettent de créer des niveaux à grande échelle, répondant à une somme de règles caractérisées par des algorithmes. C'est quelque chose de très ancien, avec notamment Rogue, publié en 1980. Il permet de la création de mondes très vastes pour un programme particulièrement léger, car il ne dépend donc que de quelques algorithmes, et non de modèles en 2D ou 3D qui sont créés à la main. Donc Minecraft est aujourd'hui le jeu à génération procédurale le plus connu, et il permet aux joueurs de faire évoluer dans un monde cohérent, d'une taille quasi infinie, supérieure à celle de la Terre, tous les joueurs du monde entier. Alors, si ces jeux permettent de créer des mondes homogènes et immersifs grâce à des simples processus mathématiques, loin du travail artisanal que représente la fabrication manuelle des mondes et des autres jeux, beaucoup sont néanmoins régulièrement critiqués pour leur répétitivité, proposant des mondes similaires, fades, lassants, loin de la maîtrise et la conception de certains jeux, dont chaque détail est pensé pour optimiser l'expérience de jeu et la jouabilité. Et ces critiques peuvent résonner avec les craintes soulevées par le concept de ville intelligente, susceptible d'homogénéiser la conception urbaine en estompant, voire effaçant, toute considération culturelle et sociale. Alors, il faut maintenant nous demander si la ville est un terrain de jeu. Si l'important c'est de participer, le but d'un jeu c'est de gagner. Alors comment est-ce qu'on gagne une ville? Alors même dans les jeux vidéo dits ouverts sans objectif clair, les joueurs sont mis au défi par différentes problématiques. Un joueur ne peut pas tout faire, son champ d'action est limité par des objectifs et des règles. Le jeu vidéo propose souvent des mondes complexes, avec néanmoins des règles relativement simples en comparaison du monde réel, ce qui apporte par ailleurs des repères et une sensation d'apaisement à la plupart des joueurs. Il faut en revenir à la définition même du jeu. Le joueur ne doit pas décider des règles, mais simplement les appliquer de manière judicieuse afin d'atteindre les objectifs et gagner la partie. Quelles que soient les décisions prises, elles le seront donc toujours sous l'autorité des règles établies. Derrière les conseils promulgués par les manuels de City Builders se cachent souvent des obligations, le succès de la partie étant lié aux différentes règles ou algorithmes. La baisse du risque d'incendie et de la criminalité ne dépendra que du nombre et de l'emplacement de commissariats et de casernes de pompiers, ce qui par ailleurs impacte directement la valeur foncière, la densité de population. Les politiques fiscales incitent à des impôts toujours plus bas pour retenir le plus de résidents possible, et cela promulgue alors de manière tacite une certaine vision économique. La neutralité et la simulation de la neutralité de la simulation et la liberté du joueur ne sont alors qu'illusions. Les alternatives politiques et urbaines sont donc circonscrites dans ces règles. Les possibilités infinies vantées par différents créateurs de city builders ne semblent alors qu'être une multiplication de chemins vers des destinations familières que l'on a citées, les villes dortoirs, l'étalement urbain, le tout automobile. Donc ce constat a soulevé les critiques de l'ensemble de l'échiquier politique, certains percevant le jeu comme un ersatz de dictature avec une autorité centralisée, d'autres pointant le doigt les politiques fiscales et la rationalisation encouragée comme une pure conception libérale de la ville. Alors, je vais tenter d'accélérer un tout petit peu. Alors il faut, en exemple de ce que je viens de vous dire, il faut qu'on parle rapidement de Vincent Ocasla, qui est un joueur qui a atteint en 2009 les limites de SimCity 3000, qui a été publié en 99. Alors qu'il était encore étudiant en architecture, il a donc réussi à manipuler le jeu en étudiant son code pendant presque 3 ans, et il a ainsi réussi à atteindre plusieurs objectifs, tels que l'absence totale de criminalité, grâce au poste de police omniprésent, ou encore atteindre une population de 6 millions d'habitants, qui est largement supérieure à celui d'une ville créée même par un très bon joueur. Et la plupart de ces accomplissements se sont maintenus à leur niveau optimal pendant des millénaires de simulation. Et donc sa ville, nommée Magna Santi, se compose essentiellement d'immeubles résidentiels de densité moyenne, particulièrement répétitifs. Il a ignoré la santé ou l'éducation, omis les casernes de pompiers, les hôpitaux ou encore les écoles, tout en plaçant des librairies qui, selon l'algorithme du jeu, permettent d'augmenter la capacité de population. Alors, son inspiration majeure a été le long métrage expérimental Koyaanisqatsi, sorti en 82, qui illustre différents aspects de la relation entre homme, à nature et technologie. Le film propose notamment un enchaînement entre une vue aérienne d'une mégalopole et une photographie des circuits d'un microprocesseur, et suggère alors que la population urbaine dispose d'autant de liberté d'action que les électrons dans un microprocesseur.
L'individu peut être considéré libre, mais la société n'est pas totalement ou n'est pas programmée pour l'être. Vincent Casla a toujours considéré sa ville Magnasanti comme une œuvre d'art, et donc c'est un sentiment manifestement partagé puisqu'elle a été acquise par le MoMA à New York, dont les conservateurs analysent l'œuvre selon la citation affichée ici. Alors, bien sûr, l'analyse de ces différents algorithmes du jeu pour une croissance maximale a permis à Ocasla d'optimiser les distances entre les différentes ressources, les réseaux énergétiques et les infrastructures de transport, afin de construire la ville la plus densément peuplée possible. On peut mettre tout ça en parallèle avec le concept donc des villes intelligentes, conçues par des experts sur une formation technique, utilisant des méthodes basées sur un certain déterminisme technologique. L'arbitraire et l'informel sont souvent perçus comme des éléments parasitaires dans ce genre d'idéologie. Le concept de ville intelligente se trouve parmi les méthodes technologiques les plus populaires chez la plupart des ingénieurs, qui préfèrent pleinement se remettre à différentes équations et algorithmes. En l'espace de seulement quelques années, la ville intelligente est passée du statut de recherche scientifique à celui de réalité omniprésente. Il y a aujourd'hui à travers le monde de nombreux projets, parfois pharaoniques, qui voient le jour, quel que soit le mode de développement urbain en place ou le niveau de vie des habitants. Alors ces futures villes intelligentes vont inclure une grande quantité de puissance informatique intégrée, promulguer une amélioration des conditions de vie, par un contrôle efficace des ressources physiques, une intégration des données générées par les nouvelles technologies. Il existe déjà de très nombreux travaux consacrés aux villes intelligentes qui ont proposé différentes définitions et critiques. Dans un premier temps, des grandes polarités dans les différentes interprétations, entre un acteur institutionnel ou non, ou encore des systèmes ouverts et fermés. Le repérage de ces polarités a permis une première maturation du regard dans les sciences sociales, et ces recherches ne sont pas là pour exprimer un certain enthousiasme technologique ou même une méfiance ou même une condamnation, mais juste examiner de manière critique la situation. Alors les premiers travaux opposent diamétralement les approches descendantes inspirées d'une mouvance cybernétique basée sur des systèmes intégrés et performants, aux approches ascendantes, aux ambitions plus collaboratives. Ces tendances représentent différentes incarnations du concept de ville intelligente, et elles expriment plus une complémentarité qu'une contradiction, et traduisent alors une certaine diversité des articulations et convergences possibles. Alors très rapidement, je vais rapidement passer sur celle-ci. On peut mettre ça en perspective avec le Cities in Motion Index, qui a été créé dans le but d'examiner une centaine de facteurs répartis dans 10 domaines de la vie urbaine: capital humain, cohésion sociale, économie, gouvernance. Et donc cette analyse comparative étudie presque 200 villes dans 80 pays et met en valeur les grandes disparités quant à la considération des différents acteurs institutionnels et des citoyens. Je vais passer rapidement sur celle-ci. Et donc je vais passer à la conclusion puisque je pense que je suis déjà à 30 minutes. Donc pour conclure, donc l'influence de l'architecture sur l'établissement de l'espace public, sa politique, sa nature et son contrôle est souvent considérée comme faiblissante dans la société contemporaine. La prédomination de l'urbanisation et donc de ses promoteurs conduit à un certain abandon des idéaux de la ville, considéré comme la principale cause de cette érosion de la signification de l'architecture. La ville urbs n'est que l'environnement physique de l'urbain, et la cité polis, quant à elle, définit dans un sens plus large les aspects sociaux et politiques, les relations sociales qui sont à la base de l'apparition de cette matérialité qu'est la ville. La cité et la ville se superposent sans pour autant partager le même périmètre. Les city builders ne proposent la création que de l'environnement bâti, une ville sans relation sociale ou politique spécifique. Donc la politique de l'ensemble urbain ne répond qu'aux injonctions du joueur et de son approche descendante omnipotente. L'URBS fait alors fi du polis, seule l'architecture et le développement urbain comptent. On ne s'intéresse pas aux individus. Le but du jeu est de construire une ville selon les principes de la grande ville, en faisant surgir gratte-ciel, autoroutes et monuments. Alors encore une fois, les limitations techniques des ordinateurs, il y a une trentaine d'années, ne permettaient pas une représentation individuelle des citoyens. Les citoyens que l'on appelle Sims dans la série SimCity n'étaient représentés au début que sous forme de tableaux de données. Ils sont désormais représentés individuellement dans le dernier SimCity ou Cities of Skylines, mais les habitants sont encore dénués de toute personnalité
Ils possèdent une maison, ils occupent un travail, ils prennent un chemin défini pour s'y rendre, mais les possibilités d'interaction sont encore très réduites. Ils ont encore des noms aléatoires, leur comportement et leur situation n'est résumé qu'à quelques statistiques. L'individu n'existe pas, il n'est qu'une simple incrémentation à un ensemble. Et les derniers opus des City Builders vendent des actions possibles sur chaque individu, mais elles ne suivent qu'une logique précise afin de répondre aux règles et objectifs préalablement définis par le jeu. Habiter, se déplacer, travailler, procréer. Et donc les Sims demeurent de simples ensembles de données, sans relation sociale ou liens familiaux particuliers. Leur rôle est de produire des données alors transmises et centralisées sur l'interface du joueur. Et donc les City Builders suggèrent par ailleurs une redéfinition permanente des villes simulées, entraînant des destructions ou remodelages urbains sans sentimentalité ou lien affectif avec un quelconque individu. Et ce sera ma dernière slide, je suis désolé, je suis un petit peu trop long. Et donc, pour cette dernière slide, la situation de ces citoyens virtuels est à mettre en perspective avec les nouvelles expérimentations de systèmes de crédit social en Chine, dont on parle depuis maintenant plusieurs années dans les grands médias. Et donc, le gouvernement chinois expérimente en effet un système qui vise à instaurer un système national de réputation de ses administrés, où chaque citoyen se voit attribuer une note appelée crédit social, élaborée à partir des données dont disposent les autorités sur leur statut économique et sociaux respectifs. Et donc ce système repose à la fois sur des outils de surveillance de masse, comme des centaines de millions de caméras de sécurité, mais aussi sur les technologies liées aux villes intelligentes, avec des analyses de données informatiques très pointues. Et donc la Chine continentale et Hong Kong connaissent également un développement des villes intelligentes très rapide, phénomène récent qui s'inscrit d'abord, selon les autorités, dans un contexte de transition énergétique et écologique, mais aussi de financiarisation de la ville et de ses services. Et donc grâce à un fort encadrement des pouvoirs locaux et centraux, les politiques des villes intelligentes chinoises rendent compte de la production urbaine. Ces données montrent comment le numérique devient également un référentiel important des politiques territoriales. Et ce sera ma dernière intervention. Donc ce développement en parallèle des villes intelligentes et du système de crédit social fait apparaître des relations très très claires entre les jeux vidéo City Builders quant à leur mode de fonctionnement, politique, économique, urbain, et la place de plus en plus réduite réservée aux citoyens dans un avenir très très proche. Il existe donc des liens très profonds entre ces City Builders et les Smart Cities, considérés comme des ensembles d'événements optimisables pour les citoyens, devenant même des Smart Citizens rationalisables. Il réside non seulement dans la tentation de ramener les problèmes auxquels on se rencontre confronté à une simple question de pilotage, mais aussi un fantasme de pouvoir résumer des systèmes extrêmement complexes que sont les villes à quelques algorithmes. Et donc le tissu urbain promulgué par le développement des villes intelligentes peut s'avérer très dangereux en occasionnant des villes similaires, homogènes et stéréotypées à travers le globe, qui ne tiennent pas compte des notions locales d'architecture, d'urbanisme, de culture ou même de bon sens. Et donc la représentation du citoyen et la concertation démocratique dans les villes intelligentes et les city builders deviendront à l'avenir des questions centrales. Je vous remercie pour votre attention. Désolé, j'ai été un petit peu trop long. Merci beaucoup pour ces 2 interventions très intéressantes. Du coup, on va pouvoir passer à la phase de questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les écrire, dans la partie questions-réponses qui est prévue et je vous donnerai la parole pour poser votre question ou alors si vous ne pouvez pas prendre la parole, je lirai, la question pour vous. Donc on a déjà quelques questions. Donc je vais commencer par donner la parole, à monsieur Hervé, Fleischmann. Si j'y arrive. Ça ne marche pas. Oui. Comment se traduit cette notion de flow dans votre Oui, processus voilà. de création? Bon, je Parce que vais c'est une laisser Nidal et question. Thomas répondre. Thomas, je t'en prie. Ouais. Alors, c'est un peu. Merci pour cette question. C'est un peu ce qu'on expliquait sur la partie concernée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus ou moins, il y a plus ou moins des théories urbaines et même architecturales qui existent et qui vont dans ce sens-là. Mais néanmoins, dans le jeu vidéo, on est dans un côté pratique et il y a une science en fait on va dire, de ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire comment on va
chercher et induire en fait pour le joueur un itinéraire sans pour autant en fait sans pour autant mettre à tout va des stratégies de signalisation, mais comme on peut voir par exemple dans les villes américaines, mais comment on peut avoir une stratégie d'urbanisme d'itinéraire, et c'est ce qu'on essaye de faire à l'agence effectivement, c'est-à-dire comment on peut induire une ville d'itinéraire, une ville de parcours sans avoir une ville d'entrée de ville, c'est-à-dire polluée par des signalétiques à tout va, etc. Comme on peut voir, par exemple, c'est vrai que quand on parle de Kevin Lynch et de l'image de la cité, en fait, c'était à l'époque en fait une école qui était totalement en contradiction avec, par exemple, l'urbaniste Venturi qui avait sorti à l'époque Learning from Las Vegas et qui s'extasiait devant les entrées de ville et cette espèce de ville de la signalétique. Il parlait voilà de ces entrées de ville américaines où il y a des panneaux publicitaires partout et qui créait pour lui à l'époque une sorte d'architecture typiquement américaine. Et en fait, là, on est vraiment avec l'image de la cité, mais il y avait aussi, j'ai plus le nom, mais celui qui avait parlé des villes européennes et de leurs tissus très médiévaux qui, comme l'avait évoqué Nidal, avec une sorte de la, d'urbanisme de l'intérêt, de l'itinéraire, en fait, venait à contre-pied de toute cette école-là qui a forgé en fait nos villes et nos villes nouvelles, mais aussi les villes nord-américaines tout au long de la fin du XXe siècle. Donc le Si je peux flow, rebondir ouais, 2 secondes ouais. très très rapidement. Concrètement, ça se traduit par. Avant, ça se traduisait beaucoup sur comment on va poser des bâtiments qui vont être signal dans la ville et qui vont en fait qui vont en fait susciter la curiosité des habitants pour dire bon, il y a quelque chose là-bas, comment j'y vais. Et nous, en fait, on utilise aussi le flow, on va dire, de manière numérique, dans le sens où, en fait, on avait fait un travail avec les étudiants de M2 du IATER, où, en fait, on a posé la question de la big data, où il y a eu un travail qui a été fait sur Instagram, par exemple, qui était intéressant à Mayotte, où en fait, ils regardaient un peu les hashtags sur les différentes plages qu'il y avait à Mayotte. Et en fait, nous, dans notre travail, ça peut être, par exemple, comment identifier les lieux Instagrammables dans une ville et dire comment on peut pour créer un parcours entre deux lieux Instagrammables, mettre un lieu Instagrammable où on va mettre, par exemple, enfin, soit une œuvre d'art ou ce genre de choses où les gens vont vouloir se prendre en photo devant cette œuvre d'art, par exemple, et qui va permettre d'aller d'un point A à un point B à un point C et créer un parcours. C'est en fait comment on va activer certains endroits de la ville. C'est un peu Et comme ça qu'on aussi, on en parle souvent avec Nidal sur cet urbanisme qui existait dans les années 80-90. Nidal, tu peux en parler tu sais, le parc, quand tu allais à Bernon, tu allais au parc je sais pas, de la boule bleue parce qu'il y avait une grande boule bleue. En fait, c'est Ouais. comment on nomme les lieux, en fait, maintenant. En Comment fait, les ouais, voilà, lieux c'est ça. En sont fait, identitaires et à partir de quel mm. repère dans la ville elle peut devenir un lieu qu'on peut nommer. C'est ça En le fait, flow, en fait. Marc Auger parlait de lieu. Donc un lieu, c'est un lieu qu'on peut nommer. Et il y a Michel Lussot qui a dépassé un peu le concept du lieu en parlant d'hyperlieu, ou en disant en fait qu'un lieu, c'est pas juste un. Enfin, en fait, un hyperlieu, c'est un lieu qui est. Enfin, c'est un lieu physique, mais c'est aussi un lieu. Comme en fait, prenez l'exemple de Times Square. En fait, on pouvait interagir avec les gens de l'extérieur qui n'étaient pas à Times Square grâce aux différents écrans, etc. Et en fait, c'est cette notion-là qu'on essaye d'aborder à l'agence en disant comment en fait le lieu il peut être physique, mais comment aussi on peut interagir avec ce lieu-là en allant sur Insta et en voyant, par exemple à Reims, on va plutôt photographier la cathédrale, il va y avoir des lieux intéressants comme la rue, comment elle s'appelle déjà Une où il y a des pavés. Ah, la rue du Tambour.
la rue de Tambour, qui vont être très Instagrammables et qui vont faire partie d'un parcours urbain. Et du coup, c'est comment en fait on arrive à placer des jalons en fait dans ce parcours-là. C'est comme ça qu'on utilise un peu le flow à l'agence. Peut-être une prochaine question, si vous voulez. Guillaume, est-ce que tu veux prendre la parole? Je vais te donner la parole. Tu poseras ta question, comme ça, ce sera plus simple. Hop. Faut que je retrouve Guillaume. Ah, voilà. Vas-y, Guillaume, si tu veux parler. Ok, merci Thomas. Vous m'entendez bien? Ouais. Oui. Nickel. D'abord, merci à tous les trois pour la présentation. C'était hyper intéressant de creuser un petit peu le lien entre pop culture, jeux vidéo et urbanisme, et de voir aussi que c'est quelque chose de très concret, quoi. Il ne s'agit pas simplement d'une projection d'une passion, mais vraiment d'un objet qui est intéressant aujourd'hui. On a parlé de pas mal de jeux. Monsieur Martial, à la fin, a parlé aussi de Rogue dans les jeux procéduraux comme étant un des premiers. Et un style de jeu qui n'a pas forcément été énormément évoqué. Et je me demandais si ça pouvait être intéressant, puisqu'au final, la vie, c'est presque une sorte de roguelike. Au final, on se lève tous les matins, on refait une journée, on refait la même boucle. Pour beaucoup, pour 90% de la population, c'est une routine un peu métro, boulot, dodo. Et justement, dans cette notion de ville, des itinéraires, ville des trajectoires, on a des déplacements qui sont quand même très souvent les mêmes entre le lieu de travail, le lieu d'habitation, les loisirs qui sont aussi souvent aux mêmes endroits, où on est amené à refaire encore et encore les mêmes trajets. Comment est-ce que vous pensez que des jeux comme ceux-ci peuvent être intéressants dans la création enfin, comment dire, dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent être un apport pour la fabrique de la ville sur justement ces espaces qui sont répétés, vus et revus et qui pourtant font le quotidien? Thomas et Nidal, vous voulez répondre en premier Moi, j'ai quelque chose à dire, mais je peux te Moi laisser. aussi, mais Non, vas-y, je peux allez-y. essayer. J'ai besoin de rechercher un mot Ok. précis pour répondre à Ouais. cette question. Ah oui, alors, Donne-moi une Si tu minute, veux, je vous laisse je peux répondre en commencer. premier. c'était peut-être pas très clair. Pour celles et ceux qui ne savent pas forcément, un Non, non, roguelike, si, c'est c'est bon. Ok. En fait, un roguelike, ouais, c'est un jeu où en fait on meurt. Et quand on meurt, en fait, on peut récupérer l'expérience, mais on est obligé de tout refaire dès le début. Et en fait, le parallèle, il est super intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé avec Thomas du roguelike, notamment en fait sur l'urbanisme tactique. Parce qu'en fait, le but de l'urbanisme tactique, c'est quoi? C'est de tester, avant de faire un projet, tester en fait une programmation à bas coût, voir comment ça fonctionne, et si ça fonctionne, on pérennise. Et, en fait, cette question du roguelike, c'est un peu la question de l'expérience. Tout à l'heure, vous parliez on se réveille, et en fait, au final, le matin, enfin, tous les jours, on fait un peu le même itinéraire. On va essayer d'optimiser notre itinéraire en disant, OK, là, je perds du temps, là, je fais. Et en fait, cette question-là, dans la pratique urbaine, elle est intéressante parce qu'en fait, elle pose la question de comment je peux tester avant de faire, sachant en fait que ça coûte. Déjà, c'est le processus de projet urbain, c'est un processus qui est hyper long. Et en fait, quand on passe par de l'urbanisme tactique, par exemple, où on teste des choses, ça permet de récupérer de la data, enfin récupérer de l'expérience sur un aménagement, par exemple, de tester et de l'optimiser pour faire quelque chose de beaucoup plus pérenne à la fin et qui sera beaucoup plus adapté aux habitants, je pense. Je sais pas si... Alors, oui, Nida, c'est bon? Je peux Ouais, enchaîner? tu Pardon, veux. désolé. Oui, écoutez, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que moi, en fait, autant la génération procédurale vont me faire penser au Smart City et au City Builder, autant les rogues, si je devais vraiment trouver un parallèle avec l'architecture et l'urbanisme, ce serait vraiment le mouvement métaboliste, qui est donc un mouvement d'architecture japonais d'après-guerre, dont je peux voir ici au quotidien certains résidus ou ruines, puisque bon, c'est quelque chose qui a beaucoup émergé dans la théorie, assez peu dans la pratique. Et donc en fait, c'est le métabolisme, par définition, c'est quand même des structures à plus ou moins grande échelle, à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'un quartier, voire même d'une ville entière,
qui va reprendre les principes biologiques de la croissance. Alors, j'aime pas trop ces termes un peu fourre-tout de croissance organique qu'on utilise souvent dans l'urbanisme. Je trouve que c'est un peu galvaudé, que ça veut un peu rien dire. Mais Rogue, comme les autres roguelite, donc les jeux à génération procédurale comme ça, voilà, ce ne sont que des algorithmes avec une colonne vertébrale, un algorithme fort sur lequel viennent se brancher des algorithmes secondaires pour avoir à la fois un monde homogène, mais tout de même avec tout de même des surprises. Donc dans Minecraft, des changements de topologie, des changements de géographie avec des montagnes, des prairies, des lacs. Dans Rogue, des salles plus ou moins grandes, plus ou moins d'ennemis. Et donc on a vraiment affaire ici au métabolisme, qui a voulu, encore une fois, euh, en s'appuyant sur simplement les besoins des Japonais d'après-guerre, avec quelques algorithmes, faire un développement à toutes les échelles. Un petit peu de manière fractale, puisqu'on reprend les mêmes algorithmes à différentes échelles. Donc voilà, ce serait un petit peu ma réponse. On pourrait reprendre un petit peu le débat sur le mouvement métaboliste sur cette question. Merci. On peut peut-être Merci à enchaîner vous. avec une autre question. Celle de Lisa Barbolosi. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Pour lire la question? Ouais. Ouais, je peux lire la question sinon. Oui. Alors la Non, question, non, bon, oui. pour vous, Monsieur Martial, pensez-vous réellement que la Oui. vulgarisation de la planification urbaine par le jeu vidéo peut-elle comporter des risques sur la perception de la ville? Et puis il y a une deuxième question après qui en suit. Quels avantages peut-on tirer de cette vulgarisation? Alors merci beaucoup pour cette question, et je pense que le mot-clé dans la question, c'est le mot perception. Parce que par définition, tout le monde a une perception différente de l'environnement qui nous entoure en fonction de notre âge, de notre sexe, de nos capacités physiques, ou encore de notre moyen de locomotion. Nous n'avons pas du tout la même perception de la ville lorsque l'on marche, lorsque l'on est à vélo ou lorsque l'on conduit une voiture. Et le même espace urbain peut être délicieux pour un piéton et un cauchemar pour un automobiliste, ou l'inverse. Et donc, un architecte comme un urbaniste doit s'appuyer sur l'ergonomie d'un être humain et sur tous ses sens, sur sa taille, sur son poids, sur son sens de l'odorat, du goût, de la vue, du toucher. Et donc, nous n'avons manifestement pas la même perception d'une ville dans un jeu vidéo. On va la percevoir avec un écran en 2 dimensions et une manette avec des boutons. On ne va pas avoir le toucher, ou même en tout cas, pas l'odorat. On ne va pas avoir la perception de la taille, de la grandeur, à moins d'utiliser un casque de réalité virtuelle, et encore c'est très limité. Donc, ce que j'ai essayé d'exprimer dans l'article, c'est que la représentation des villes dans les city builders ne correspond absolument pas à la perception d'une ville par son utilisateur. Une ville qui peut avoir simplement de la gueule, entre guillemets, sur un city builder avec des routes partout, des voitures qui vont vite, des autoroutes et des gratte-ciel, peut s'avérer cauchemardesque pour la plupart des personnes. Donc je pense que c'est un petit peu le risque d'une telle vulgarisation de la planification urbaine, c'est de se dispenser de la véritable expérience de la ville, de marcher, de se promener, de prendre le métro, d'apprécier la ville lorsqu'elle est agréable, ou de la subir lorsqu'elle est dangereuse, lorsqu'elle pue. Et donc, voilà, je pense que ça fait partie des risques d'aseptiser, encore une fois, et d'homogénéiser un petit peu la conception de la ville, puisque la perception d'une ville au travers d'un écran sera un petit peu plus similaire. Du coup, il y a quelqu'un dans le chat qui demandait, à vous, Monsieur Martial, si votre thèse était disponible en ligne. Alors, non. Alors, pour le moment, elle n'est pas publique. Elle est en anglais et elle ne concerne pas les jeux vidéo. Voilà, c'est sur les transports, le train, le vélo et l'intermodalité. Mais voilà, pour le moment, l'université ne l'a pas rendu public. Et voilà, peut-être à l'avenir. Mais n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, peut-être à l'avenir. Merci beaucoup. Du coup, il y a une autre question. Je vais la poser, ça sera plus simple. Est-ce que les jeux massivement multijoueurs comme WoW ou EVE Online
peuvent, en complément des city builders, apporter toutes les contraintes humaines du genre gestion des ressources, influence, corruption ou d'autres choses. Nidal, Thomas, vous voulez répondre? Ah, c'est un peu toi le spécialiste des city builders. Ouais. Après, moi, j'ai l'impression vraiment, en m'y étant intéressé à ces city builders, que c'est vraiment très limité en fait au final, et c'est très dur effectivement d'apporter toutes ces contraintes humaines, voire politiques en fait. Ça serait des contraintes politiques et sociales que nous, en fait, on affronte au quotidien, parce que euh, en tant que concepteur urbain, et donc est-ce que après c'est une question plutôt complexe, parce que là on est sur deux jeux qui sont, on va dire en gros, qui sont les opposés quoi. On a d'un côté on va avoir un multijoueur où on est totalement libre, et des city builders où on va avoir vraiment une contrainte assez enfin aujourd'hui sur les city builders actuels en tout cas. Après, complètement libre, pas trop, parce qu'en fait, les MMO aujourd'hui, c'est plutôt du theme park. Du theme park, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une carte qui est déjà dessinée, où en fait, on n'a pas forcément de liberté de création. Tout à l'heure, Léo, tu parlais de communauté avec les mods, etc. dans les city builders. En fait, ça se fait aussi dans des MMO, où en fait, il y a des joueurs qui vont créer des mods pour pouvoir en fait s'approprier le jeu. Ça se fait par exemple dans Minecraft, où en fait tu peux avoir des jeux dans des jeux. Et en fait, on va pas forcément se rapprocher. Enfin, en fait, on va pas être dans un nouveau monde, parce que comme le disait aussi tout à l'heure Léo, un jeu, ça reste un jeu. Donc, on essaye de sortir de notre réalité pour être dans un monde un peu simplifié. Mais par contre, en fait, il peut y avoir des choses intéressantes, comme par exemple dans les MMO, dans WoW, ou je pense à Final Fantasy XIV. En fait, on va avoir des communautés qui vont se rassembler, qui vont faire du roleplay, et où en fait, il va y avoir des événements qui vont se créer. Il va y avoir, enfin moi, c'est une anecdote, mais j'ai des potes qui se sont connus sur WoW et qui se sont mariés après, quoi. Donc ça crée des choses après dans la réalité. Et ce qui peut être intéressant pour les jeux du futur, je pense, c'est cette question un peu de bac à sable, de sandbox, où en fait, comment on peut créer des outils qu'on va donner aux joueurs pour créer eux-mêmes leur propre jeu. Et par exemple, dans les MMO, il y a Ion à l'époque qui faisait en sorte d'avoir des espèces de forteresses que tu pouvais conquérir. Et puis dans ces forteresses-là, il fallait être en guilde, sinon tu n'arrivais jamais à avoir ce truc-là. Du coup, ça poussait les joueurs à avoir une sorte d'organisation politique dans la guilde. Et peut-être que dans les futurs jeux, ça va venir. Là, il n'y a pas encore de jeu où tu peux vraiment le faire dans les MMO. Apparemment, il y a Amazon qui va sortir un jeu qui s'appelle New World, où ils essayent de faire un peu un truc MMO sandbox. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais peut-être dans le futur. En tout cas, j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. Alors peut-être, je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Non, c'est... Ouais. Ceci Vas-y, dit, Thomas. je pense à juste un jeu en plus qui rajoute un peu une... parce que là, je vois dans la question, si je la relis, il y a corruption, influence, etc. Gestion des ressources, qui est un peu le cas déjà dans les city builders. Mais il y a certains jeux qui traitent la question de la corruption, de l'état de santé, on va dire, social des villes comme Tropico, je t'en avais parlé rapidement, Léo Martial. Et il y a quand même... Après, il y a tous les modes que tu nous as présentés aussi avec City Skyline, où ils essayent d'implémenter cette dimension dans les city builders, qui, de là à ce qu'on trouve un moyen d'influencer la construction d'une ville par rapport à ça, je trouve qu'on en est... Enfin, je sais pas, mais je vois pas trop Si je peux d'exemples juste rebondir aussi sur ce Ouais, que vas-y, tu vas-y, dis, en fait, c'est la question de la valeur humaine que tu mets dans le jeu. Parce qu'en fait, tous ces processus-là, tu les apportes avec la variante humaine qu'on ne regarde pas. Comme tout à l'heure, en fait, on parlait de WoW avec la pandémie. Par exemple, dans WoW, si on reprend la question politique de corruption, enfin la question de la corruption, il y a, dans des guildes, tu as des mecs qui vont voler des guildes à d'autres personnes, par exemple. Là, je te parle de comment un city C'est ce builder truc-là qu'on peut être aussi Ah ouais, dans le complexe. city builder. Après moi, Là, je j'étais parle plus dans vraiment le des city MMO. builders, Ouais, hein, ok. ou comment peut être aussi
complexe que nos villes d'aujourd'hui, avec la Ouais, complexité ouais. sociale et politique qui existe. C'est cette Mm. réflexion, moi, que j'essaye que je vois dans cette question, en tout cas, comment on peut augmenter un city builder avec les leçons d'un jeu massivement multijoueur où tu as raison, il y a toutes ces problématiques. Euh, on essaye, mais en gros, ça serait giga intéressant, c'est vrai, d'arriver à ce qu'on puisse jouer avec cette complexité-là, ça c'est sûr. Mm. Et ça serait aussi super éducatif, parce que tu as parlé de la notion de comment un city builder peut former les futurs urbanistes en soi, ça serait super intéressant dans la formation aussi d'utiliser ce genre d'outils, quoi, avec cette Et en plus, dimension sociale et ça fait politique. écho à la prochaine question, Ouais, celle de la formation bah des tiens. futurs urbanistes. Alors peut-être j'ai peut-être une dernière question là avant qu'on clôture peut-être le café urbain parce que Monsieur Martial est au Japon donc Ouais. il commence Non, non, vous tard, inquiétez pas, j'ai ma tasse de café, tout va bien. Alors, Tout va bien. j'ai une question de Charles qui vous remercie pour ce café urbain passionnant et qui pose une question. Existe-t-il des outils à disposition des collectivités dans le cadre de leur concertation publique, des outils qui seraient très faciles d'usage et si possible gratuits, car aujourd'hui, souvent les budgets ne sont pas encore là. Voilà. Je peux peut-être commencer à répondre. Vas-y. Alors, je peux aborder un exemple japonais et un exemple français. Au Japon, il existe ce qu'on appelle le Machizukuri, donc ça veut simplement dire la fabrique de la ville. Et derrière ce terme, il existe des associations de quartiers qui sont au Japon très puissantes, dans lesquelles on prend en concertation des grandes décisions urbaines ou des toutes petites décisions. Ça va aller de qui va balayer le caniveau dans telle rue jusqu'à l'établissement de zones commerciales, de zones résidentielles, etc. Et donc pour ce Machizukuri, à la fois pour le rendre un petit peu plus efficace, pour attirer les jeunes qui s'en désintéressent un petit peu plus chaque année, il y a des universitaires et des industriels qui essayent d'apporter des outils pour essayer de faire participer les gens de manière un petit peu plus ludique, en vulgarisant un petit peu des choses qui ne sont pas forcément accessibles au premier venu, les aspects politiques, économiques, ou il faut le dire un petit peu rébarbatifs. Donc ça peut être simplement des jeux de société, des jeux de plateau, ou encore des jeux vidéo, où on va donner des modélisations de quartiers en 3 dimensions. On va donner des manettes de jeux vidéo à des jeunes, des moins jeunes, et tout le monde participe. Et sur le côté français, il y a également des initiatives très intéressantes. Il y a une société française qui s'appelle Four City, qui recueille énormément d'informations urbaines, que ce soit le simple cadastre, les informations sur la pollution, sur la consommation d'eau, d'énergie. Et ensuite, elle met, grâce à des infographies assez claires, ces informations à disposition du public qui ensuite, en concertation avec les professionnels de la construction et la ville, peuvent prendre des décisions en concertation, en en considérant des informations assez complexes de façon beaucoup plus simple. Donc je pense qu'à terme, au-delà du jeu vidéo, je pense que toutes les interfaces de City Builder qui peuvent résumer d'une carte ou d'un tableau la pollution, le bruit, les crimes, etc. Si tout cela est résumé de façon claire avec une carte ou une infographie, oui, ça peut être des outils à disposition des collectivités et des citoyens. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Nidal ou Thomas? Moi, j'ai rien c'est ok. Moi, j'ai tout le temps des trucs à dire. Bon, c'est pas gratuit, mais Minecraft avec Ethercraft, en fait, il y a pas mal de collectivités qui ont utilisé Minecraft, même si c'est payant, ça coûte 20 €, je crois, Minecraft. Ouais, c'est ça. Après, Qui ont le Minecraft à la carte, c'est gratuit. Ouais, non, mais après, pour l'utiliser, il faut que tu aies Minecraft. Il faut que tu aies le jeu Ouais, une vingtaine d'euros. sur la map. Bon, Ouais. Non, ils ont mis en place un logiciel. Enfin bon. En fait, Je tu crois dois télécharger sur Minecraft à la carte et ensuite Ah ouais, tu pour le l'utilises sur, modéliser peut-être. Ouais, ouais. Mais C'est en dommage. gros, tu as des collectivités qui ont fait de la concertation
C'est dans le bouquin dans lequel tu as participé, il y a un article dessus, Léo, où en fait, avec Ethercraft, je crois, en fait, ils ont fait de la concertation avec des élèves, avec des collégiens qui en fait, répondaient à un concours dans la ville en en dessinant leur propre projet. Et par exemple, ça peut être un exemple. Sinon, j'ai un exemple de 2 étudiantes, mais j'ai plus leur nom, de l'école d'architecture de Belleville qui avait créé un jeu de société aussi, où en fait, c'était un jeu de société qui se passait sur Épernay, où en fait, il faisait intervenir et la collectivité et des habitants euh, en donnant en fait des rôles, le rôle du vigneron, le rôle de la mairie, etc., pour essayer de comprendre en fait c'était quoi les problématiques de chacun. Et c'est ce genre de choses qui peut être aussi très intéressant. Voilà, j'avais plus ça. Merci en tout cas. Je sais, là, il n'y a plus l'air d'avoir trop de questions. Ça tombe bien pour l'heure, on est presque à l'heure. Je vais peut-être laisser la parole à Andrea pour qu'elle puisse conclure et surtout vous remercier pour cette animation du Café Urbain. Merci Thomas. Donc oui, je voudrais conclure en remerciant toute l'équipe étudiante du Café Urbain, nos 3 intervenants, donc Monsieur Léo Martial, Nidal Tagouti et Thomas Gandra, pour vos présentations très intéressantes. Je voudrais également remercier l'Institut d'aménagement Liateur qui nous a épaulés pour l'organisation de ce rendez-vous en ligne, l'École supérieure d'ingénieurs de Reims pour son soutien, ainsi que le laboratoire Habité, l'Agence d'urbanisme de Reims et la Maison des sciences humaines. Et bien sûr, merci à vous, spectateurs, pour avoir assisté à cette conférence. Donc, on vous donne rendez-vous pour notre prochain Café Urbain qui aura lieu en mai, toujours en ligne. Et on vous donnera la date exacte, la thématique et les intervenants dans les prochaines semaines sur nos réseaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn et à partager nos publications. Et pour information, vous pouvez retrouver toutes les vidéos des anciens Café Urbain et également celle-ci qui sera disponible dans le futur sur la chaîne YouTube de l'Université Reims-Champagne-Ardenne. Voilà, merci à tout le monde.